Bonjour tout le monde. On va commencer aujourd'hui un nouveau chapitre, le chapitre numéro 7, où on va voir les algorithmes de recherche et de tri. On a vu auparavant quelques exemples euh, d'algorithmes de recherche comme la recherche dichotomique, mais on va voir aujourd'hui plusieurs types et des algorithmes types, qui sont des algorithmes fameux en algorithmique, qui sont les algorithmes de recherche et aussi les algorithmes de tri. Pour cela, on va suivre le plan suivant. Donc tout d'abord, on va introduire ce genre d'algorithme. Après, on va voir les algorithmes de tri, les algorithmes de recherche. Donc on va voir le maximum des algorithmes type ou classiques de recherche. Et la troisième partie, on va voir les algorithmes type euh, qui sont les algorithmes de tri. Ils sont très fameux en plusieurs applications. Passons maintenant aux objectifs de ce genre des algorithmes. Les algorithmes de recherche et de tri sont des éléments fondamentaux, comme je vous ai dit au début. Sont des algorithmes très répandus en informatique et en sciences de l'information. Voici quelques objectifs de ce genre d'algorithme. L'organisation des données, c'est trivial. Euh, Ce genre d'algorithme comme de tri et d'organiser les données de manière, par exemple, croissante ou décroissante, ou bien selon un critère, par exemple, spécifique. Faciliter la recherche, donc les algorithmes surtout de recherche, ou bien parfois les données sont triées, permettent d'accélérer les opérations de recherche. On a une facilité temporaire. L'aspect temps est très important en algorithmique. Euh, donc, euh, Réduction de temps, bien sûr. On a aussi une amélioration des performances. Un ensemble de données triées peut améliorer les performances des opérations, surtout dans le contexte où l'ordre des données est très important. La facilité d'insertion, de la suppression, bien sûr. Si certains algorithmes de tri sont conçus pour faciliter l'insertion et la suppression d'éléments dans une structure de données triée. Donc, parfois, euh, l'utilisation est primordiale des algorithmes de tri. Ce genre d'algorithme, surtout par exemple de recherche, se concentre sur la localisation ou la vérification de la présence d'une valeur, c'est comme son nom l'indique, tandis que les algorithmes de tri visent surtout à organiser les données d'une manière à faciliter les opérations de recherche et à optimiser d'autres opérations ultérieures sur des données triées par exemple. On va commencer par la première partie, on va introduire en plus ce genre d'algorithme. Structurer les données est indispensable pour les manipuler dans les programmes. Donc, l'organisation des données et l'ordonnance et la présentation de nos données, c'est primordial pour pouvoir écrire des programmes bien efficaces. Donc, il faut cependant savoir retrouver les données dans sa structure. Donc, c'est le but des algorithmes de recherche et de tri. C'est pourquoi je vous ai dit que ce sont des algorithmes très répandus en informatique. Il y a une note très fameuse par la pionnière de l'informatique, Ada Lovelace. C'est la première personne qui a écrit un programme informatique, qui a travaillé avec l'ancêtre Babbage,
parmi les premiers qui ont lancé l'ancien ordinateur, c'est pas l'ordinateur qu'on connaît, mais ancêtre de l'ordinateur. Donc ADA, donc les développeurs de l'informatique connaissent le mot ADA parce que ou le prénom ADA parce qu'il y en a après un langage de programmation donc que à l'honneur de cette dame qui s'appelle Ada. Donc, the analytic engine has no pretension whatever to originate anything. It can do whatever we know how to order it to perform. Donc, parce que Ada a bien travaillé sur les machines analytiques, comme je vous ai dit, avec l'ancêtre Babbage qui a lancé les premiers ordinateurs. Donc, c'est pas l'ordinateur qu'on connaît, mais c'est l'ancêtre. Donc, les premiers programmes à l'histoire étaient écrits par cette dame qui a travaillé avec ce monsieur. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit? Donc, la machine analytique n'a nullement la prétention de créer quelque chose par elle-même et peut exécuter tout ce que nous serons lui ordonner d'exécuter. Donc, la machine en elle-même, elle ne peut pas créer des programmes ou tout ce qu'elle fait, c'est de nous, les êtres humains, l'ordonnance ou l'exécution ou si vous voulez, l'organisation des structures, tout ça, c'est par l'être humain. Donc, bien sûr, à nos jours, l'évolution de l'informatique à l'aide de l'intelligence artificielle, on peut entre guillemets dépasser cette note, mais toujours l'homme ou l'être humain est plus, si vous voulez, supérieur, bien sûr, à la machine, entre côtes, bien sûr, parce que la machine aussi, elle est supérieure à l'homme en termes de temps, mais en termes de traitement, tout ce que la machine fait, c'est grâce à l'être humain qui l'a ordonné, qui l'a donné l'ordonnance ou les programmes qu'elle va faire. Donc, le maximum qu'une machine peut faire, c'est l'ordonnance de l'être humain. Bien sûr, tout ça à cet instant, mais l'évolution, comme je vous ai dit, de l'intelligence artificielle, ça devient fou et vraiment, on peut parfois dépasser l'être humain. Donc, cette note, juste pour dire qu'il faut être organisé, il faut donner des programmes bien définis et des structures ordonnées pour que la machine fonctionne convenablement et efficacement. Passons maintenant à la deuxième partie où on va voir les algorithmes de recherche. Donc, les algorithmes de recherche, tout d'abord, on va comprendre la problématique. Donc, le problème est de trouver un élément dans une structure linéaire. Bien sûr, structure linéaire ici, c'est un tableau. Donc, c'est ça notre but, et de trouver un élément dans une structure linéaire. L'élément ne peut pas être présent. L'élément peut être présent à plusieurs endroits. Si la structure a plusieurs dimensions, il faut fouiller chaque dimension. Donc, une technique intuitive est la recherche séquentielle. On parcourt la structure dans l'ordre naturel, on s'arrête au bout ou quand on trouve l'élément. Parfois, on peut s'arrêter plus tôt. Parfois, on trouve notre élément dès le début. Donc, on s'arrête. Donc, c'est ça, donc, en général, la technique intuitive pour la recherche d'un élément. On va commencer par l'algorithme de recherche séquentielle.
comme on a déjà dit, cette recherche, on va faire une recherche séquentielle. On s'arrête quand on trouve l'élément ou quand on arrive au bout du tableau, c'est-à-dire on parcourt tout le tableau. Si on trouve, on va s'arrêter, sinon on va parcourir tout le tableau jusqu'à la fin. Donc cette fonction vraie si E est présente, donc E est l'élément qu'on cherche, est présente dans le tab. Donc tab c'est le tableau. Faux sinon, donc cette fonction elle a le type de retour et c'est un type booléen. Donc fonction avec retour booléen, donc on peut faire au lieu d'écrire comme ça, fonction, et le nom de fonction est de point type booléen, comme on a fait déjà. Donc c'est un pseudocode, donc sans problème on peut écrire comme ça ou non. Donc c'est ça avec le retour booléen, c'est comme on met le type ici. Hein. Donc cette fonction, donc elle retourne un type booléen, donc vrai ou faux. Elle a comme paramètre le tableau ou les éléments qu'on doit chercher, donc de type chaîne. Donc c'est un tableau de chaîne, c'est-à-dire chaîne de caractères, et E c'est un caractère ou une chaîne. Donc E qu'on trouve, l'élément qu'on cherche. Les paramètres locaux ou bien les variables plutôt locaux sont i entier, donc on va l'utiliser comme indice, et booléen et trouve de type booléen, c'est une variable de retour. Donc début, i va être initialisé à 0, trouve initialisé à faux, et on va utiliser la boucle tant que, parce qu'on veut ici, pourquoi on a utilisé tant que et non pas pour? Parce que si pour, on va parcourir tout le tableau. Et on veut s'arrêter ici quand on trouve, qu'on a déjà trouvé. Donc, pour faire ceci, on utilise tant que. Tant que, on peut sortir de cette boucle quand on a trouvé notre élément. Donc, tant que i inférieur à tab.longueur, donc c'est la fonction qui sert à chercher la longueur d'une chaîne ou d'un tableau ici. Donc c'est un tableau de chaîne ou c'est une chaîne de caractères. Donc on peut utiliser longueur. Et non trouve, c'est-à-dire trouve est égal à faux. Donc non trouve, donc c'est-à-dire trouve faux. Faire. Si tab de i est égal à e, donc si on a trouvé, on a commencé par 0 par exemple ici, si tab de 0 est égal à e, alors trouve devient vrai. Donc s'il devient vrai, donc ça y est, on peut sortir parce que on a dit que la condition de sortir ici, si la longueur de la chaîne, on est encore dans la longueur et on trouve. Donc si trouve devient vrai, donc on sort. Sinon, c'est-à-dire on n'a pas trouvé l'élément, c'est-à-dire tab de i n'est pas égal à e. Sinon, on incrémente i pour passer à l'élément suivant de tableau ou de chaîne. Donc i plus 1. Donc i plus 1 pour dire qu'on va incrémenter. Et on va vérifier la condition encore une fois. Si on a trouvé l'élément, on va trouver et on va sortir de la boucle. Sinon, on va incrémenter jusqu'à ou bien finir le tableau ou bien trouver. Fin tant que et retourne trouve. Donc, si on a parcouru tout le tableau et toujours non trouve, ça reste faux. Donc, la valeur de retour, c'est faux. Si on a trouvé, la valeur de retour est vraie. Donc, anyways, donc on a la valeur de retour, c'est un type booléen. C'est comme ça la recherche séquentielle dans un tableau. Donc, on utilise la boucle tant que pour sortir au moment où on a trouvé l'élément. Un autre exemple de recherche,
Donc, un algorithme de recherche du nombre d'occurrences d'un élément. Donc, aussi, ici, donc, on va chercher le nombre d'occurrences d'un élément E, par exemple. Cette fonction, on voit le nombre de fois où E, donc E est l'élément qu'on va chercher, est présente dans tab. Et tab, c'est le tableau qu'on a. Donc, fonction avec retour entier, donc c'est-à-dire la valeur de retour est de type entier. Okay. Donc, cette fonction, elle s'appelle recherche élément. 3, par exemple. Chaîne, donc tab, donc c'est un tableau de caractères, c'est-à-dire chaîne de caractères, et un élément de type caractère qu'on va le chercher dans cette chaîne. Les variables entier i et nombre occurrence, donc qu'on doit le chercher. Début, on va initialiser i à 0 et nombre d'occurrence 0, et on va utiliser aussi une boucle tant que. Donc, pourquoi tant que? On peut aussi ici utiliser la boucle pour. C'est aussi faisable. Donc, tant que i inférieur à tab longueur, donc c'est la fonction qui cherche la longueur d'une chaîne, faire si tab de i est égal à e, alors nombre d'occurrences plus 1. À chaque fois qu'on trouve e, on incrémente le nombre d'occurrences, enfin ici, et à chaque fois on incrémente, c'est pas automatique comme la boucle pour, on incrémente à la main pour passer à l'élément suivant jusqu'à tab.longueur, donc jusqu'à la fin du tableau. Et on peut faire, c'est aussi ici, on peut faire de deux façons, de i est égal à 0, i tab longueur i plus plus. Donc, si tab de i est égal à e, alors nombre d'occurrences est égal à nombre d'occurrences plus 1. Fin si. Et fin pour, bien sûr. Pour. Ici, on n'incrémente pas comme dans la boucle tant que, parce que c'est automatique dans la boucle pour. Donc ici, on peut faire avec la boucle pour, et enfin, on retourne le nombre d'occurrences qu'on cherche. Donc, nombre d'occurrences. On va passer maintenant à la recherche dans un tableau trié. On sait très bien que dans un tableau trié, on a déjà vu quelques exemples, la recherche est plus facile. Donc, ici, on parle d'optimisation, c'est-à-dire il y a optimisation de temps. Donc, bien sûr, s'il y a optimisation de temps, on parle d'optimisation en général de cet algorithme. Cette fonction renvoie vrai si E est présente dans tab. Faux sinon. Donc, le type de retour de cette fonction est, comme d'habitude, de type booléen. Le tableau, ici dans ce cas, est supposé trier par ordre croissant. Donc la fonction avec retour booléen recherche élément 4. Donc on a une chaîne de caractères, donc et un élément de type caractère qu'on doit le chercher. On a les variables i et de type entier et la variable trouve est possible de type booléen. Début, i est initialisé à 0, trouve initialisé à faux et possible initialisé à vrai. On va voir
l'utilité de cette variable. Elle va nous faciliter la recherche. Donc, tant que, on va utiliser la boucle tant que, parce que dès qu'on trouve notre élément, on va sortir de cette boucle et on a gagné du temps. Si table de i, bien sûr tant que, i, avant d'entamer la condition, on doit la deuxième condition de comparaison, mais avant la condition d'entrée à la boucle. Tant que i inférieur à la longueur de la chaîne est possible, c'est-à-dire possible vrai, et non trouve, c'est-à-dire faux, et non trouve, donc trouve, elle est ici initialisée à faux, donc non trouve, donc faux, faire. Donc tant qu'on n'a pas trouvé le mot est possible, c'est-à-dire possible, c'est-à-dire la recherche est encore possible. Et la longueur du tableau ou de la chaîne non encore finie, on va entrer dans cette boucle. Et si ces trois valeurs sont vérifiées, on entre. Si une de ces variables n'est pas vérifiée, c'est-à-dire on va sortir de la boucle. Si les trois variables sont donc vérifiées, on va encore vérifier notre condition. Si table de i à chaque fois, si table de i est égal à e, donc, ça y est, dès le début, on peut trouver notre élément. Trouve, reçoit vrai. Donc si trouve, reçoit vrai, ça y est, on sort de la boucle parce que on aura non trouve. Donc non trouve donc sera faux. Donc si trouve est égal à vrai, donc le non trouve et on sort de la boucle. Sinon, pardon. Sinon, c'est-à-dire table de i n'est pas égal à e. Si table de i est supérieur à e, donc si on est dans un tableau, donc trié d'ordre croissant, et on arrive à table de i, elle est supérieure à e, donc e ne peut pas être trouvé dans ce tableau d'origine. Donc possible reçoit faux. Donc si possible reçoit faux, c'est-à-dire il n'y a pas de possibilité de trouver E. À quoi ça sert de continuer tout le tableau? Donc on s'arrête et on sort de la boucle et on sort de cette fonction et trouve soit faux, bien sûr. Reste faux. Donc possible reçoit faux, donc et si reçoit faux, donc ici possible, c'est le contraire de possible ici, donc possible à l'origine était vrai, donc ici elle est faux, donc on va sortir de la boucle. Donc si on sort de la boucle, ça y est, on retourne trouve et trouve à l'origine c'est faux. Mais sinon, c'est-à-dire table de i n'est pas supérieure à e, c'est-à-dire possible reste vrai, on peut continuer la recherche, et on incrémente i plus 1 et on vérifie encore cette condition, la longueur du tableau est possible, est toujours vrai et on trouve, c'est-à-dire on n'a pas trouvé l'élément. Donc, on entre dans la boucle et on compare si elle est égale, trouve est égale à vrai, et on sort de la boucle. Sinon, si table de i supérieur à e, on va sortir, sinon on va incrémenter, ainsi de suite, jusqu'à trouver. On peut trouver dès le début ou bien au milieu. Ici, dans ce cas, il n'y a pas d'optimisation que si on trouve assez vite. On parle d'optimisation si on trouve notre élément dès le début du tableau. Sinon, si on termine tout le tableau et on le trouve, par exemple, à la dernière minute, donc on ne parle plus d'optimisation. Mais
toujours en général, dans un tableau trié, il y a une optimisation dans la recherche. Un autre algorithme de recherche fameux, ce qu'on appelle diviser pour régner. C'est comme ça son nom. Donc le principe de cet algorithme est de découper les données en différentes parties qu'on traite séparément. Exemple, pour chercher ou pour rechercher un élément dans un tableau, on le coupe en deux et on cherche dans chaque partie. Comme ce tableau par exemple, on va le diviser en deux parties et on va chercher en parallèle dans ces deux tableaux. Donc ce principe est utile si on peut lancer des programmes en parallèle. On mettra environ 2 fois moins de temps pour rechercher l'élément. Bien sûr, si on a un tableau de 100, par exemple, éléments, on le divise en deux, donc chaque tableau devient 50-50 et la recherche, elle devient plus facile. C'est pourquoi l'optimisation de temps, si on découpe en deux parties, ça devient moins coûteuse ou bien moins gourmande en temps. Si le tableau est trié, on peut ne chercher l'élément que dans une seule des parties. Il devient plus facile la recherche si le tableau est trié. Donc, c'est-à-dire, on cherche dans la partie qu'on est sûr, par exemple, que l'élément est plus petit, par exemple, que le milieu, comme on a fait dans la recherche dichotomique avant. Donc, et on obtient et on optimise plus de temps dans ce cas. Donc, le coût dans ce genre d'algorithme est très important. On va voir dans les chapitres suivants l'aspect complexité et l'aspect temporel d'optimisation, comment on le calcule. Donc, comme on a déjà parlé de la recherche dichotomique et on a déjà fait un exemple de recherche dichotomique avant, on va le refaire. Donc, la recherche dichotomique, c'est simple. Le tableau est supposé trier, donc dès le début, par ordre croissant et on cherche l'élément E dans un tableau T. Le principe, on regarde l'élément situé au milieu de T. S'il s'agit de E, c'est gagné. Si du premier coup, le moitié de tableau, l'élément du moitié et le E qu'on cherche. C'est gagné dès la première itération. Si le plus grand que E, on cherche dans la moitié gauche. Si le plus petit que E, on cherche dans la moitié droite seulement. Donc ici, on gagne plus de temps. Ça ne peut marcher que si le tableau est trié, on a déjà dit, et on coupe le tableau en deux parties, pas forcément égales en taille, hein, parce que parfois le nombre n'est pas pair, donc c'est impair, donc la taille, la partie gauche par exemple, plus grande que la partie droite. Voici un exemple de recherche dichotomique. On a un tableau, donc ce tableau qui est trié d'ordre croissant et on va rechercher 490 dans ce tableau d'entier. Donc on a 15 éléments de 0 à 14. Donc 4, 17, 25, 26, 45, 45, 87, 62, 234, 237, 490, 1213, 5681, 5690 et 7012. Donc, voici notre tableau et l'élément qu'on doit chercher, donc 7 éléments. Donc, comment l'ordinateur ou le programme va le chercher à l'aide de cet algorithme? Il va diviser ce tableau en deux. Donc, on est là. Et il va comparer le milieu. Donc, le milieu, il peut le considérer comme ceci. Parce que c'est impair, donc on peut prendre ceci ou cela. Est-ce que 490 supérieur à 234? Oui, donc il va chercher dans la partie droite. Et de même, il va diviser. Donc, il va diviser. On est là. Donc, est-ce que le milieu, donc, par exemple, il prend ceci, le milieu. Hein. Est-ce qu'il est inférieur ou égal ou supérieur? Donc, il est
l'élément qu'on cherche, 490, est inférieur à 1213. Donc, il va chercher dans la partie gauche. Il va diviser encore. Donc, il est là. Est-ce que 490 inférieur ou supérieur? Elle est supérieure. Donc, il va chercher dans cette partie. Et il a un seul élément qu'il va comparer, comme il le considère comme le milieu. Et il trouve son élément. Donc, il a trouvé le 490 en 4 itérations seulement. Alors s'il a utilisé la recherche séquentielle qu'on a vue au début, il va faire 11 itérations. Donc, la recherche dichotomique nous gagne beaucoup de temps par rapport à la recherche séquentielle. Donc, voici l'algorithme de la recherche dichotomique. On a déjà fait avant, mais on peut le voir peut-être d'une autre façon. Je me souviens qu'on a utilisé borne supérieure, borne inférieure, mais ici, il va utiliser seulement les indices. Donc, cette fonction renvoie vrai si E est présente dans la table, faux sinon. Donc, le type de retour, c'est un type booléen. Donc, le tableau table est suppositrié, donc par ordre croissant. La fonction donc qu'on a, c'est recherche élément 3. Elle retourne type booléen et elle prend en paramètre la chaîne et l'élément qu'on doit le chercher. Les variables locaux sont deux entiers, i et j, et un booléen et une variable de type booléen. Début trouve, on la initialise à false ou faux. I initialisé à 0 et J initialisé à table longueur -1. Donc ici J, elle va prendre la longueur donc du tableau -1 parce qu'on commence par 0. Donc comme tout à l'heure on a vu, de 0 à 14, donc c'est 15 éléments, donc la taille de la chaîne 15, donc -1 pour accéder au dernier élément qui est d'indice 14. Donc, J, elle prend le dernier indice du tableau. Et I prend le premier indice du tableau. Tant que I inférieur à J, c'est-à-dire on est dans le tableau, on n'a pas dépassé la longueur du tableau. Et non trouve, c'est-à-dire, donc trouve est initialisé à false. Non trouve doit être vrai. Donc, c'est-à-dire on n'a pas trouvé. Faire. Si table de J plus I divisé sur 2, c'est-à-dire le milieu, l'élément au milieu, est égal à E. S'il est égal à E, c'est-à-dire, ça y est, on a trouvé. Donc, on va retourner trouve vrai. Et comme ça, on sort de la boucle parce que on n'est pas dans non trouve vrai. On a non trouve faux. Donc, parce que trouve, on l'a changé de valeur et on sort de la boucle. Sinon, c'est-à-dire le milieu n'est pas égal à E. On a deux conditions. Si le milieu est supérieur à E, donc on doit chercher dans la partie droite. C'est-à-dire, la borne supérieure, elle n'est plus le dernier indice du tableau. Elle va changer. Donc, J va prendre le milieu -1. Ici, on cherche dans la partie plutôt gauche, hein, c'est pas droite. Donc, si le milieu est supérieur à E, donc on doit chercher dans la partie gauche. Hein. Donc, juste la borne supérieure qu'elle va changer et on prend J, elle n'est plus le dernier indice du tableau, mais le milieu -1. Donc, on limite la recherche dans la partie gauche. Sinon, c'est-à-dire table de I ou plus J sur 2 inférieur à E. On doit chercher dans la borne droite, dans la partie droite. C'est-à-dire la borne inférieure, donc I qui va changer. Donc I était 0, donc on commence le tableau de 0. On va commencer le tableau de milieu plus 1. Donc la recherche se limite dans la partie droite. Et I va changer ici J changer et on reprend la condition et on fait le milieu de nouveau jusqu'à trouve devient vrai et enfin on sort de la boucle si on parcourt tout le tableau et on n'a pas trouvé, donc trouve va être faux. Si on a parcouru et on a trouvé
notre élément retourne vrai. Donc c'est ça, donc la recherche dichotomique. On l'a fait déjà l'autre fois dans le chapitre tableau, je crois. Donc juste dans la recherche dichotomique, on divise, on compare, on change les bords. Donc un autre type d'algorithme de recherche, c'est celui par interpolation. Donc, comme son nom l'indique, la recherche par interpolation, on améliore la recherche par dichotomie en coupant le tableau, non pas au milieu. Donc, par dichotomie, on coupe au milieu, mais ici à un endroit proche de la valeur cherchée. Donc, c'est ça l'interpolation. La recherche par interpolation suppose qu'on puisse interpoler l'indice probable de la valeur recherchée. Exemple, chercher un mot dans le dictionnaire se fait par interpolation. Interpoler l'indice où on peut trouver un élément dans un tableau implique qu'on connaisse à l'avance la répartition des éléments, au moins approximativement. Un cas simple, les éléments sont répartis linéairement dans le tableau, par exemple. Par exemple, si on suppose une répartition ordonnée et linéaire des valeurs dans un tableau table, on peut interpoler linéairement la place d'un élément E recherché entre des indices I et J, par exemple. On a ici, par exemple, une ligne, une droite affine. Donc, A, c'est table de J moins table de I sur J moins I. Donc, c'est mathématique. Donc, la droite est une équation AX plus B. Donc, A, on la trouve comme ça. Et B, c'est table de I moins AI. Donc, on trouve les coefficients de cette droite affine. Et K, c'est E moins B sur A. Donc, juste ici, donc, pour dire que l'algorithme de recherche par interpolation est le même, par analogie, de dichotomique. Mais à chaque itération, au lieu de tester l'élément situé à l'indice I plus J sur 2, on va tester sur K. Donc, c'est ça la différence entre une recherche dichotomique et une recherche par interpolation. On passe maintenant à la recherche d'un élément dans un tableau trié. La recherche d'éléments paraît plus efficace dans les tableaux triés, on a déjà dit. Donc, il est parfois intéressant de pouvoir tester si un tableau est trié dès le début. Et si ce n'est pas le cas, le pouvoir de trier, pourquoi pas. Tester si un tableau est trié par ordre croissant. On s'assure que chaque case, sauf la dernière, a un contenu plus petit que celui de la case suivante. Donc c'est simple. On peut tester avec une fonction qu'on va l'appeler test_tree, avec type de retour booléen. Elle prend un tableau d'entier. Les valeurs, un tableau de type entier. Elle prend les variables i comme entier et b comme booléen. Et au début, on va initialiser b avéré et on va faire un parcours. Pour i de 0 à table longueur moins 2, pas 1, donc à chaque fois en décrément, pas 1, on incrémente par 1. Donc de 0 à table, pourquoi on a jusqu'à moins 2, c'est-à-dire à l'indice l'avant-dernier. Parce que c'est pas nécessaire de tester jusqu'au dernier parce que on n'a pas un élément suivant de dernier. Si table de i supérieur à table de i plus 1, alors b faux. Donc dès le début, à chaque fois on teste si on a l'élément courant est supérieur à l'élément suivant. Donc ça y est, notre tableau n'est pas trié. Fin si et fin pour. Donc, par exemple, si table de 0 elle est supérieure à table de 1, donc elle n'est pas triée. Si elle est inférieure, c'est-à-dire on ne va pas retourner faux, on va incrémenter jusqu'à la fin. Si on trouve tous les éléments sans table de i inférieure à table de i plus 1, donc
Notre B reste vrai et retourne vrai. Et ça y est, notre tableau, il est bien trié. Donc, c'est une fonction qui teste si un tableau est trié ou non. Pourquoi? Parce que, par exemple, on a besoin de recherche. Si on connaît si le tableau est déjà trié, donc on peut faire, par exemple, la recherche dichotomique pour optimiser le temps de recherche. Cette fonction, on peut l'optimiser avec une autre méthode. Comment? C'est la même, juste au lieu de parcourir tout le tableau, on doit faire une boucle tant que. Pourquoi? Parce que si déjà un élément supérieur à l'élément qui suit, ça y est, le tableau n'est pas trié. Pour être trié, il faut que tous les éléments courants sont supérieurs à l'élément, plutôt inférieurs à l'élément suivant. Donc, si on trouve un des éléments qui est supérieur, donc ça y est, on sort de la boucle et ça y est, notre tableau, il n'est pas trié, donc P va retourner faux. Donc, pour optimiser, au lieu de faire une boucle pour et qui parcourt tout le tableau, tant que I est inférieur à la longueur du tableau et B, c'est-à-dire B vrai, donc on va tester si table de I supérieur à table de I plus 1, alors B retourne faux et on sort de la boucle. C'est pas comme tout à l'heure dans la boucle pour, on ne sort pas, on termine jusqu'à la fin, pour rien. Donc imaginez, vous avez un tableau de 1000 entiers, par exemple. Vous allez parcourir 1000 entiers. Alors que si vous travaillez avec la boucle tant que, dès le début, vous pouvez, à partir du premier élément, des premiers éléments, tester si l'élément courant est supérieur à l'élément suivant, donc le tableau n'est pas trié, on sort. Sinon, donc s'il n'est pas supérieur, c'est-à-dire inférieur, on va pas parcourir jusqu'à la fin. Si à la fin, tous les éléments sont inférieurs à l'élément qui suit, donc ça y est, le tableau est bien trié. Donc toujours, il y a optimisation. Donc on cherche la solution la plus optimum dans la programmation. On va passer maintenant à la dernière partie. Donc on va voir les algorithmes de tri. On a plusieurs types d'algorithmes de tri et qui sont très utilisés en programmation. Donc c'est quoi le problème? Pourquoi on a recours au problème de tri ou bien algorithme de tri? Le problème est de placer les éléments d'une structure linéaire dans l'ordre. Donc notre but de tri est d'ordonner les éléments. Les éléments doivent pouvoir être comparés. Par exemple, on peut trier par ordre croissant ou décroissant. Si la structure aussi a plusieurs dimensions, on peut trier chaque dimension à part. Donc, le tri, l'objectif principal de tri est d'ordonner les éléments d'une façon, par exemple, croissant, décroissant, un ordre bien spécifique pour pouvoir, par exemple, insérer un élément, ça devient plus facile, supprimer un élément, pourquoi pas, comparer. Donc, les algorithmes de tri sont très utilisés aussi en programmation. Donc, il y en a plusieurs algorithmes de tri. Donc, plusieurs, donc qui ont chacun leurs avantages et bien sûr inconvénients en fonction des données à trier. Toujours, il y a des avantages et inconvénients et ça dépend de votre besoin que vous allez spécifier cet algorithme à l'autre ou bien cette structure à l'autre. Certains algorithmes utilisent des structures de données plus complexes, comme les arbres en particulier. Donc, on va voir la structure des arbres au chapitre suivant, mais jusqu'à aujourd'hui, on va voir quelques tris de base qui ont utilisé et qui n'utilisent pas la structure arbre, ils utilisent les structures primitives. Donc, il y en a, comme on a déjà dit, des types de tri. Il y en a des tris en place, donc l'occupation mémoire d'un algorithme de tri. Il y en a tri en place et tri
pas en place, c'est-à-dire les tris en place, les éléments sont triés dans la structure elle-même. Donc on change les places pour pouvoir faire le tri sur place. Donc on n'a pas besoin d'une autre structure. Les tris pas en place, c'est-à-dire on crée une nouvelle structure de données, donc pour pouvoir ordonner notre structure. Donc on a besoin de deux structures. Donc occupation mémoire ici, elle est plus optimum en termes de mémoire. Et ici, on réserve plus d'espace mémoire pour faire le triage ou bien le tri. Donc, ça dépend du type après d'algorithme. Donc, il y en a des algorithmes qui sont des tris en place et des algorithmes pas en place. Et donc, la complexité se diffère en termes de mémoire et en termes de temps. Donc, il y en a aussi on parle du stabilité de tri ou d'un tri. Donc, c'est-à-dire, il y en a des tris stables et des tris instables. Les tris stables, ce sont des algorithmes qui ne modifient pas l'ordre initial des éléments égaux, comme ceci par exemple. Donc, on a deux éléments égaux. Donc, cet élément va être dans la même place et l'autre, bien sûr, pour faire le tri, va être ici. Donc, ici, ce tri, ça est un type de tri stable. Mais ici, dans le cas instable, l'algorithme peut modifier l'ordre initial des éléments égaux. Par exemple, ici, 23 peut être ici et 23 peut être ici. Donc, c'est un algorithme instable. Donc, il y en a, on va voir, donc, le terme stabilité et place, donc, des tris. On va commencer par le tri à bulles. Donc, c'est quoi le principe de tri à bulles, ou ce qu'on appelle le bubble sort? C'est on remonte le plus grand élément par permutation et on recommence jusqu'à ce que le tableau soit trié. Donc, on va faire des permutations jusqu'à on trouve notre tableau est trié. Donc, comment on va trier ce tableau, par exemple, en ordre croissant? Donc, on a 17, 2, 268, 415, 45, 45, 102, 701. Donc, on va comparer ceci avec le suivant. Donc, si ceci est plus grand que celui-là, on va faire une permutation. Et de même, ceci, est-ce qu'il est supérieur ou inférieur? Il est inférieur, on le garde. Si, donc, le suivant, est-ce que celui-là est supérieur à celui-là? Oui. Donc, on va le permuter. Donc, on va le permuter. Est-ce que, donc, 268 va être ici. Est-ce que 268, elle est supérieure à 45? Oui, on doit le permuter. Permuter comme ça. Donc, on trouve 45, 45 ici. Et est-ce que, donc, 268 va être ici? Donc, est-ce qu'elle est plus grande que 102? Oui, on doit la permuter. Est-ce que 102, elle est inférieure ou supérieure? Inférieure, on doit donc la garder. Donc, jusqu'à... Et ainsi de suite. Donc, à la fin, on va trouver, donc, avec une permutation successive, donc le tableau est bien trié. On peut faire le tri à bulles, on remonte le plus petit. Donc, on compare, si on a besoin d'un ordre décroissant, donc on va remonter le plus petit. C'est un tri à bulles en place et il est stable et si on permute uniquement les éléments différents. On pourrait s'arrêter dès que le tableau est trié, donc on n'a pas besoin de continuer. Donc, voici un exemple des algorithmes de tri. Donc, l'algorithme de tri à bulles. Donc, voici une version optimisée, c'est-à-dire on va s'arrêter dès que le tableau soit trié. Donc, on a une fonction qui n'a pas de valeur de retour. Elle s'appelle tribulle et elle prend en paramètre un entier, c'est pas un entier, un tableau d'entier.
et les variables i, j, temp de type entier et trier de type booléen. Donc on va initialiser trier à faux et i, on va l'initialiser à la longueur du tableau -2, donc c'est-à-dire l'indice l'avant-dernier. Et on a une boucle tant que. Pourquoi? Pour qu'on puisse s'arrêter dès que le tableau est trié. Tant que non trié, c'est-à-dire non trié vrai, c'est-à-dire le tableau non trié. Et i supérieur à 0, c'est-à-dire parce que les i, on va les décrémenter jusqu'à i est égal à 0. Donc à chaque fois on décrémente. Donc au moment où i n'est pas supérieur à 0, c'est-à-dire on a fini tout le tableau, on va sortir. Donc on a deux conditions de sortir de la boucle. Ou bien on a trouvé, ça y est, le tableau est trié, ou bien on a fini de parcourir tout le tableau. Donc, si les deux conditions sont vraies, donc trier va être vrai. Et pour j allant de 0 à i, pas 1, faire. Donc on va parcourir maintenant le tableau. Si tableau de j supérieur à tableau de j, à table de j plus 1, c'est-à-dire chaque l'indice courant, quand il est supérieur à l'indice suivant, on va faire la permutation. La permutation en informatique se fait comme ça. On a une variable temporaire. On va la mettre, cette valeur, on va mettre table de j. On va le sauvegarder là-bas. Après, table de j va prendre tab de j plus 1. Donc, on a déjà sauvegardé la valeur de tab de j dans la variable temporaire. Et maintenant, tab de j plus 1 va prendre la place de tab de j, et tab de j plus 1 va prendre temp. Temp qui a la valeur de tab de j. Donc, et comme ça, on a fait la permutation, c'est-à-dire A dans B et B dans A. Donc, permutation, c'est-à-dire on change les valeurs dans les places des deux variables. Donc, toujours en permutation, on a besoin d'une valeur temporaire, donc pour sauvegarder la variable courante. Après, cette variable va prendre la valeur de table de j plus 1. Après, la table de j plus 1 va prendre la valeur de temp qui est déjà table de j. Et après la permutation, trier revient faux. Donc, fin si. Bien sûr, pour quand on a fait toutes les permutations jusqu'à i, i au début jusqu'à la longueur du tableau moins 2, c'est-à-dire l'indice avant dernier. On a fait toute la permutation et on va encore après i-1, c'est-à-dire on incrémente et on entre dans la condition encore, est-ce que le tableau est trié? Si oui, on va sortir. Sinon, on va encore faire des permutations encore. Donc, jusqu'à on termine toutes les permutations possibles pour pouvoir aboutir à un tableau trié. C'est ça la technique de triabule. Bien sûr, il y en a plusieurs solutions. On peut faire deux boucles par exemple, mais avec la boucle tant que, on peut optimiser dès que le tableau est trié, on peut sortir de la boucle. Cette amélioration n'est efficace que si le tableau est déjà un peu trié. C'est une optimisation, oui, mais elle est plus efficace si le tableau est déjà un peu trié, c'est-à-dire devient assez vite après la permutation.
Il y a un autre type de tri, tri à bulles boustrophédon. Donc c'est un tri à bulles, c'est le même principe, mais il joue à deux volets. C'est quoi? C'est une amélioration de tri à bulles normal. À chaque itération, on remonte le plus grand élément à un bout et le plus petit élément à l'autre bout. Donc en même temps, on joue sur les deux bouts. Donc le plus grand va être, on les permuter au bout à droite et le plus petit à l'autre bout. Comment? C'est comme qu'on a vu tout à l'heure, triabule, mais ici on va faire deux boucles dans la condition tant que qu'on a déjà fait. Mais tout d'abord, on va utiliser deux indices. J va être initialisé à la longueur du tableau et I va être initialisé à -1. Pourquoi -1? Parce qu'on a besoin de I plus 1 après pour qu'on peut commencer les indices de 0. Donc, pour K allant de I plus 1 à J-2, donc I plus 1, ça va être 0 la première fois, et J-2, l'indice avant en dernier. Si table de K supérieure à table de K plus 1, on va faire la permutation qu'on a fait tout à l'heure, et triide faux va recevoir faux, parce que le tri n'est pas fini. C'est pour ça qu'on retourne au faux pour finir tout le tableau. Et J, on la décrémente, comme on a fait tout à l'heure, exactement. On remonte ici l'élément le plus grand. Et en même temps, pour K de J-1 à I plus 2, pas moins 1, ici on décrémente. De l'autre côté, si table de K inférieure à table de K moins 1, on va permuter. Ici, on joue sur l'élément le plus grand et dans l'autre bout, on joue sur l'élément le plus petit. Donc, ici, on incrémente parce que, en fait, on joue dans la première boucle sur l'élément le plus grand et dans la deuxième boucle, on joue sur l'élément le plus petit. Okay? C'est la même technique de triabule, mais on l'appelle boustrophédon parce qu'il joue sur ou il remonte le plus grand en même temps et le plus petit en même temps. Voici une étude expérimentale sur l'efficacité des triabules. Donc, on a une comparaison entre triabule normal, triabule amélioré, donc amélioré, optimisé, comme on l'a déjà fait avec la boucle tant que, et le tri boustrophédon. Donc c'est un test sur les tableaux d'entiers générés aléatoirement. On a ici le temps d'exécution et ici le nombre le nombre des entiers générés. Donc, on voit ici que le tri boustrophédon avec la couleur vert, donc il met moins de temps d'exécution. Vous voyez, à chaque fois qu'on améliore la méthode, on a un temps d'exécution moins minime. Vous voyez ici triabule normal et triabule amélioré et le tri boustrophédon où on remonte l'élément le plus grand et l'élément le plus petit. Donc ici, il met moins de temps. Vous voyez, pour les mêmes valeurs, il met plus que peut-être 12 secondes, alors que les triabules normales, par exemple, il met 17 à peu près secondes. Donc, ici, en termes de temps, c'est un gain
donc l'amélioration des algorithmes. Toujours le but est d'améliorer le temps d'exécution, bien sûr, et parmi les choses, le temps d'exécution. Ok. On va voir maintenant le tri par sélection. Quelle est la technique de ce genre d'algorithme? On parcourt le tableau pour trouver le plus grand élément. Et une fois arrivé au bout du tableau, on y place cet élément par permutation. Puis on recommence. C'est-à-dire, par exemple, pour bien comprendre l'algorithme, on a un tableau, par exemple, on a 2, 4, par exemple, 5, 8, 6. Donc, indice 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, quelle est ici, on a une fonction tri sélection qui prend en paramètre le tableau, tab. Elle prend comme variable i, j, temp et pg. Donc, on va initialiser i à tab.longueur-1, c'est-à-dire ici, de i initialisé ici. Tant que i positif, c'est-à-dire on n'a pas, parce que après on va décrémenter à chaque fois, donc c'est-à-dire on n'a pas aboutir ici. PG va être initialisé à 0. Et on va faire une boucle pour J de 0 à I, donc la première fois de 0 jusqu'à la fin du tableau, parce que I est initialisé à la longueur du tableau. Faire. On va à chaque fois comparer. Si tab de J est supérieur strictement à tab de PG, alors PG va prendre l'indice J. Donc, on va parcourir. La première fois, J est égal à 0 et PG est égal à 0. Est-ce que tab de J supérieur strictement à tab de PG? Non, donc on ne va pas faire ceci, on va incrémenter. Donc, la deuxième itération, J est égal à 1 et PG est égal à 0. Est-ce que tab de 1 est supérieur à tab de PG? Oui. Donc, si elle est supérieure, PG va changer de valeur. Elle va être J, qui est 1, ici. Après, on incrémente. Tab de 2, est-ce qu'elle est supérieure à tab de PG? Non. Donc, on ne va pas changer de PG. Après, est-ce que tab de 3 supérieur à 4? Oui. Donc, PG va prendre l'indice 3. Donc, ici, il va prendre l'indice 3. Après, tab de 4, est-ce que supérieur à tab de PG? Oui. Donc, PG va prendre 4. Est-ce que tab de 5 supérieur à tab de PG? Non. Donc, on va s'arrêter parce que ça y est, donc on a décrémenté à chaque fois I. Et non, c'est pas décrémenté I. On a fini le tableau et le parcours, c'est-à-dire de J ici. Et on s'arrête à PG est égal à 4. Donc, on sort de la boucle et on va permuter tab de PG avec tab de I ici et tab de PG ici. Donc, on va permuter 8 va être ici et 6 va être ici. Donc, ça y est, 8 va être à la dernière
place du tableau, parce qu'on veut trier en ordre croissant. Donc, on a bien placé le 8. On décrémente I et on va être ici. Parce que ça y est, le 8 est ici, on est bien trié. On va recommencer notre algorithme de 0 jusqu'à table longueur moins 2. Et on va faire la même chose. À chaque fois, on compare et on change la place de PG et on permute. Jusqu'à maintenant, on va placer 6, va être ici. Après 5 va être ici, après 4 va être ici, après 2 et à la fin 1. Donc c'est comme ça le tri par sélection. Donc on sélectionne l'élément le plus grand et on le place à la fin du tableau. C'est un genre de tri, il est fameux aussi avec le tri à bulles. Quelles sont les propriétés de tri par sélection? Le tri-sélection n'effectue qu'une permutation pour remonter le plus grand élément au bout du tableau. Il est donc plus efficace que le tri à bulles, parce que le tri à bulles fait beaucoup de permutations. Le tri-sélection est en place, il est de type en place, et l'algorithme donné ici est stable. Il serait instable si on remplaçait la comparaison table de J supérieure à table de PG par table de J supérieure ou égale à table de PG. Donc, il devient dans cet instant instable. Le tri-sélection peut être amélioré en positionnant à chaque parcours du tableau le plus grand et le plus petit élément. On peut l'améliorer en faisant deux parcours pour le plus grand et le plus petit, selon le même principe, comme on a fait pour le tri à bulles amélioré. Donc, c'est la même chose, comme j'ai déjà dit, pour tri à bulles boustrophédant. Donc, voici le tri par insertion. On prend deux éléments qu'on va trier dans le bon ordre, puis un troisième qu'on insère à sa place parmi les deux autres, puis un quatrième qu'on insère à sa place parmi les trois autres, etc. Donc, quelle est la procédure ou la fonction ici? Ici, une procédure, donc prend en paramètre un tableau T. Donc, on va parcourir pour I de 1 à la taille du tableau moins 1, c'est-à-dire au dernier élément. On va commencer par mémoriser T de I dans X et on va mémoriser, donc on va prendre cette variable temporaire, on va mémoriser la valeur de T de I et on va après décaler les éléments de T0 jusqu'à TI moins 1 qui sont plus grands que X en partant de TI moins 1. Et donc on va initialiser J depuis I, et tant que J positif est T de J moins 1, donc supérieur à X, donc les éléments qui sont plus grands que X, on va décaler T de J va prendre T de J moins 1. Et à chaque fois, donc J va décrémenter. Et après, on va placer dans le trou laissé par le décalage, le T de J va prendre la valeur de X qu'on a déjà mémorisé. Donc, c'est comme celui-ci. Donc, un tableau, donc on a des éléments comme ça. Par exemple. Donc, à chaque fois, on va prendre ici, donc on commence par T de 1, donc parce qu'il va commencer par 1. Donc, on va mémoriser 5. On va décaler, donc, les éléments qui sont plus grands que X, donc que la variable. Donc, 6 ici va être, donc le tableau va être 6. Il va être décalé jusqu'à ici, hein, jusqu'à T de I moins 1. Donc jusqu'à ici pour le premier élément, donc 6. Après il va être 3, 1, 8, 7. Et après cet élément qu'on a mémorisé, on va le mettre ici dans le trou. Donc ici un trou. Donc 5 va être ici. Et à chaque fois comme ça, donc après on va prendre 3. On va la mémoriser
on va décaler et on va mettre 3 ici. Après le décalage, hein. Donc 3 va être ici. Après, on va prendre, on la mémorise et on décale et on va la mettre ici jusqu'à on termine par à la fin par un tableau bien trié. Donc, quelles sont les propriétés de tri par insertion? L'algorithme de tri par insertion donné ici est en place et stable. Il serait instable si on utilisait supérieur ou égal au lieu de supérieur. Le tri par sélection nécessite en moyenne de l'ordre de n exposant 2 sur 2 comparaisons. N étant la taille du tableau, on fera donc d'abord n-1 tour de la boucle pour puis n-2 et ainsi de suite jusqu'à 1. Le tri par insertion nécessite en moyenne de l'ordre de n exposant 2 sur 4 comparaisons et déplacements. Placez le im élément demande en moyenne i sur 2 comparaisons. Le tri par insertion est donc environ 2 fois plus rapide que le tri par sélection. Voici une comparaison sur l'efficacité des tri à bulles par sélection et par insertion. C'est un test expérimental sur des tableaux d'entiers générés aléatoirement. Donc ici on a le temps d'exécution et ici les 3 types d'algorithmes. Donc on voit ici que le tri par insertion il est plus rapide donc que le tri par sélection. Et le tri par sélection, il est aussi plus rapide que le tri à bulles. Donc le tri à bulles est l'algorithme le moins rapide parmi ces trois types d'algorithmes de tri. On va passer maintenant à l'algorithme de tri de fusion. Donc c'est quoi le principe de ce genre de tri? On coupe le tableau, c'est un ancien algorithme, donc on coupe le tableau en deux et on trie chacune des sous-parties. C'est comme diviser pour régner. Puis on reconstitue le tableau entier en fusionnant les deux parties en respectant l'ordre. Donc ça devient plus facile. Donc comme ceci, on a un tableau, on va le diviser, on va faire le tri de chacun de ces sous-tableaux et après on va régner mais en respectant l'ordre. Donc pour écrire cet algorithme, on va appliquer le principe à l'envers. On fusionne les blocs d'une case, puis des blocs de 2 cases, etc. Donc il y a un autre type d'algorithme de tri, l'algorithme de tri rapide. Donc cet algorithme peut s'effectuer récursivement. Donc c'est une technique très utilisée en algorithmique, la récursivité. Donc le premier élément de la liste à trier est appelé pivot. On crée un premier sous-ensemble constitué des éléments plus petits que le pivot. On les place à gauche du pivot dans l'ordre où ils sont dans la liste à trier. Puis on crée de la même façon un deuxième sous-ensemble constitué des éléments plus grands que le pivot. On les place à droite de celui-ci dans l'ordre où ils paraissent dans le tableau. On procède de même par récursivité sur les deux ensembles jusqu'à obtenir des sous-ensembles d'un seul élément. Donc cette technique utilise la récursivité. Donc c'est une technique un peu compliquée. Donc c'est-à-dire une fonction qui appelle lui-même, mais avec d'autres paramètres. Donc l'algorithme est un peu compliqué. C'est pas à cet instant vous pouvez le comprendre parce que c'est une technique plus avancée en algorithmique. Mais juste pour titre de comparaison, on va après le comparer avec d'autres, avec les algorithmes qu'on a déjà vus. Donc voici l'efficacité de ces tris, un test expérimental sur les tableaux avec des tableaux entiers générés aléatoirement. On voit qu'on a tri sélection, tri fusion, tri bulle, tri rapide et tri par insertion. On voit très bien que le tri rapide, comme son nom l'indique, il est l'algorithme le plus rapide parmi les algorithmes de tri. Merci très bien pour votre attention et à la prochaine fois.